portant la burqa, alors que le postulat de départ est de dire que il s'agit de femmes qui sont engagées dans un mouvement dit sectaire. Encore une fois, c'est l'opinion qui est adoptée par Elisabeth Badinter, et qu'à ce moment-là, elles sont manipulées. Donc il s'agirait donc de victimes de courants sectaires. Pour autant, on ne va pas s'intéresser aux personnes qui contraignent, mais on va s'intéresser aux personnes qui sont pourtant définies comme des victimes. Alors, si on part de là, je dirais qu'il y aurait une cible légale beaucoup plus efficace, non pas de prendre les femmes qui sont définies dans l'espace public comme des victimes, les femmes portant le voile, mais plutôt sur les hommes, en tout cas ce qui sont désignés comme les auteurs de ces contraintes vestimentaires. Et à ce moment-là, vous imaginez bien qu'on va être dans une situation bien particulière, parce que si on prend la construction stéréotypique de la figure du salafiste telle qu'elle est véhiculée dans les médias, on aurait la figure, encore une fois, vous allez voir, je vais prendre une référence bien précise, mais on aurait une figure qui serait un homme portant la barbe, peut-être un turban, avec un habit pakistanais traditionnel, le kamis, ou des tuniques telles que la djellaba ou la gandoura. C'est cette figure qui est véhiculée. Alors j'en prends pour preuve, au moment, quelques jours après les attentats du 11 septembre, sur toutes les télés américaines, et notamment sur l'une d'entre elles, particulièrement réputée pour ses productions très stéréotypées, sur Fox News, il y avait des reportages qui montraient la différence entre la façon dont les musulmans portent le turban et la façon dont les sikhs pratiquants portent le turban. Et il était question de différencier le sikh et le musulman pour ne pas se tromper en cas de lynchage. Et effectivement, il y avait un certain nombre de lynchages dans la communauté sikh aux États-Unis. Et les médias, donc Fox News en l'occurrence, pour expliquer comment il ne fallait pas se tromper et que cela, il fallait identifier. Alors si on en est sur cette question, puisque c'est bien la rhétorique est bien celle-là, vous imaginez bien que si on veut prendre pour cible ce que l'on considère comme les véritables auteurs de ces pratiques liberticides pour les femmes, il faudrait imposer aux hommes de ne pas porter de barbe. Donc il faut que tous les hommes soient rasés, et il faut que tous les hommes portent un pantalon. C'est-à-dire que tout homme, en tout cas, portant une tunique ou une robe ou le kamis, djellaba, gondora, serait identifié comme potentiellement dangereux. Donc on aurait des choses assez intéressantes où on en arrive à la définition suivante, définition de genre normative suivante. Une femme est un individu qui porte une jupe, un homme est un individu qui porte un pantalon. Et si on applique cette injonction vestimentaire, on en arrive à l'idée que si vous portez une jupe et que vous êtes une femme, c'est bien. Si vous portez un pantalon et que vous êtes un homme, c'est merveilleux. Voilà la définition de la libération des sexes en Europe en général et en France en particulier. Donc, cette idée-là, cette fiction méthodologique du pantalon, de l'injonction à porter un pantalon, elle montre bien qu'il y a une contradiction dans le fait que l'attention médiatique, y compris un certain nombre de militantes ou de militants dans les courants féministes pour la loi, se concentrent quasi exclusivement sur le voile et sur les femmes qui le portent. Alors, deuxième point, c'est sur la question de l'égalité. Là encore, on va... le problème majeur, évidemment, sur cette question d'égalité, c'est de quelle égalité parle-t-on, puisque l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des sexes, est considérée, Elisabeth Badinter le rappelle, comme une valeur constitutive de la culture française et de la modernité. Et elle fait référence ici à des propositions désormais familières, notamment parce qu'elles ont été extrêmement développées tout au long des élections, de la campagne pour les élections présidentielles de 2007, où la grande majorité des partis de gouvernement se sont appropriés une certaine rhétorique féministe, se sentant subitement très concernés par la condition des femmes en France et dans le monde, et surtout dans le monde.
Et je rappelle ce propos du candidat Nicolas Sarkozy, je cite, c'était au début de l'année 2007. Ceux qui veulent soumettre leurs femmes, ceux qui veulent pratiquer la polygamie, l'excision ou le mariage forcé, ceux qui veulent imposer à leurs sœurs la loi des grands frères, ceux qui ne veulent pas que leurs femmes s'habillent comme elles le souhaitent, n'ont rien à faire en France. Fin de citation. Donc ici, la question, au fond, de l'égalité des sexes est juste instrumentalisée pour construire un antagonisme entre eux et nous, qui est entre eux, c'est-à-dire ces hommes, et nous, les hommes, alors les hommes français, blancs, européens, je ne sais pas. Et cet antagonisme va se faire subrepticement sur le dos des femmes. Alors la question, puisque pour identifier ce qui constitue un nous national et un eux les autres, on va précisément utiliser un argument qui est la façon dont nous traitons nos femmes et la façon dont eux traitent leurs femmes. Évidemment, ici, la question de la violence faite aux femmes est extrêmement pernicieuse parce que, sous prétexte, on va exotiser, entre guillemets, les violences faites aux femmes en faisant croire que les seules violences faites aux femmes ne sont plus que l'excision, le mariage forcé, la polygamie, la loi des grands frères et le port du voile, ce qui est totalement aberrant d'un point de vue de sociologie du genre, mais enfin passons. Et ce qui fait signe surtout vers l'idée selon laquelle la violence faite aux femmes devient une pratique qui est par définition exogène aux pratiques françaises, exogène à la culture française, ce qui signifie que finalement on va invisibiliser la violence faite aux femmes en la rendant totalement exogène à un caractère, à une pratique totalement naturalisée. Alors, cette idée se fait sur un point bien particulier. C'est l'idée selon laquelle la spécificité de la vulnérabilité des femmes des autres, c'est-à-dire celles qui seraient victimes de la polygamie, du mariage forcé, de l'excision, la vulnérabilité de ces femmes, elle est étroitement définie par rapport à l'espace privé. C'est-à-dire que ces violences se situent principalement ou se déroulent principalement dans l'espace privé. Alors que nos femmes sont essentiellement vulnérables dans l'espace public. Et effectivement, Éric Masset l'a parfaitement bien montré avec Nassira Ghenif Soulamouas, c'est la figure du garçon arabe et l'agression dans l'espace public par le garçon arabe ou une bande de jeunes des quartiers, ce qui signifie noir ou arabe. Et cette idée-là, c'est que la vulnérabilité de leurs femmes, c'est l'espace privé, la vulnérabilité de nos femmes, c'est l'espace public. Ce qui permet donc de conclure que dans l'espace public, nos femmes sont menacées par ces autres, par eux. Donc, au final, la conclusion de cette équation, c'est que finalement, les agresseurs potentiels sexistes, c'est toujours eux, et c'est jamais nous. Et ce nous, alors j'ai du mal à le définir, parce qu'il n'est jamais défini. C'est le nous homme français, mais c'est le nous homme blanc, c'est le nous homme non musulman. Mais en tout cas, l'antagonisme est déjà posé avant même que l'on sache qui est derrière ce nous.